Bonjour à tout le monde. Bonjour Nicolas, bonjour Timothée et à toutes les personnes qui vont voir ce webinaire, tranquillement en replay. Aujourd'hui, on va essayer de répondre ensemble à cette grande question. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre le risque, d'une cyberattaque? Donc, si vous restez, jusqu'à la fin, la réponse, pourrait vous surprendre. Donc, je m'appelle Tarek El Awadi, je suis fondateur et le CEO de Continuous, une start-up française spécialisée en cybersécurité, qui édite une solution d'automatisation de la sécurité tout au long des cycles de développement. Donc, on est des experts de la sécurité des applications. On a été accéléré par Exotrust. On fait partie de la deuxième promotion. Évidemment, on est resté membre et on continuera à le rester pour rester connecté à l'écosystème cyber français. Donc, j'ai plus de 20 ans d'expérience sur la sécurité des applications. Je ne vais pas retracer tout le parcours. On va essayer ensemble aujourd'hui de répondre à une question qui est, à mon sens, fondamentale et qui nécessite un retour aux fondamentaux. Donc, pour l'aborder, j'ai prévu un déroulement en 4 étapes. Donc, d'abord, une première introduction. Donc, pour parler un peu de l'importance de la sécurité numérique dans le développement, mais pas que. Ensuite, une présentation des meilleures pratiques pour détecter les vulnérabilités et réduire les risques associés aux applications. Ensuite, des exemples concrets de mise en œuvre de ces pratiques pour garantir la sécurité maximale. Et puis, en conclusion, pour rappeler un petit peu les différents principes qui permettent l'amélioration de la sécurité et donc, par conséquent, l'amélioration de la confiance des clients par rapport à vos engagements en matière de cybersécurité. Donc, sans trop tarder, en première partie, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que une cyberattaque est un risque acceptable par votre entreprise? Donc, la question peut sembler un peu provocatrice de prime abord, mais vous allez voir que la réponse, elle est encore plus surprenante. Hem, donc c'est un secret pour personne, aujourd'hui, le monde se digitalise, on parle de transformation numérique, un peu partout et il y a quasiment tout qui se transforme en logiciel devant nos yeux. Donc que ce soit l'infrastructure, le réseau ou la sécurité elle-même qui peut être définie as code. On a pu observer ces dernières années une croissance de la surface d'attaque au niveau du code source des applications. Et donc, cette recrudescence de cyberattaques, enfin d'attaques qui visent les applications, font que derrière, on est de plus en plus exposé à des attaques qui peuvent être sophistiquées. Hem, Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle qui peut être utilisée aussi à mauvais escient, c'est-à-dire on voit des cybercriminels qui emploient les dernières avancées en intelligence artificielle pour mener des attaques redoutables, efficaces, automatisées et et donc tout le jus de cerveau heu, peut être un peu employé à très grande échelle, très facilement. Et si on ne prend pas en compte les principes fondamentaux de la mise en place de la sécurité
pour notre entreprise, ben, on se retrouvera forcément à la merci de ces cyber. Et donc, quand on parle de mesures de sécurité, la vraie question qu'il faut se poser, c'est d'abord quelle est la définition même de la sécurité informatique dans le cadre du développement des applications. Et donc, pour parler de ce sujet-là, on va passer à la deuxième partie. On va évoquer les meilleures pratiques, mais avant, on va essayer de définir ce que c'est que la sécurité numérique. Donc, par définition, c'est l'ensemble des mesures qui sont destinées à protéger les données sensibles contre les menaces informatiques. Il existe plein de stratégies pour mettre en œuvre cette notion. Mais on les retrouve quasiment toutes regroupées dans les 4 P de la sécurité informatique, ce qu'on appelle les critères DSIP, que sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la preuve. Certains qui appellent la preuve la traçabilité. Et donc, la confidentialité, c'est en gros toutes les... Enfin, pour protéger et garantir la confidentialité, vous devez par exemple empêcher les attaquants ou les utilisateurs non autorisés à accéder à vos données sensibles de manière non autorisée. L'intégrité, c'est s'assurer que ces données-là vont rester intactes et intègres et qui ne peuvent pas être modifiées sans autorisation préalable. La disponibilité, c'est garantir que le système reste accessible pour les utilisateurs qui en ont besoin. Et la preuve ou la traçabilité, c'est la possibilité de savoir exactement ce qui s'est passé dans un système et qui a fait quoi exactement. Et donc, les bonnes pratiques d'intégration de la sécurité vont viser à implémenter ces 4 critères de sécurité. Ce sont les principes même fondamentaux de la sécurité numérique. Et on les retrouve également dans toutes les autres verticales de la cybersécurité, que ce soit chez nous dans la sécurité des applications ou dans la gestion des accès ou pour la sécurité physique, etc. Donc tout ça peut être mis en place en suivant plusieurs stratégies. Mais l'une qui est la plus efficace, c'est détecter les vulnérabilités. Parce qu'on sait qu'un attaquant, il va forcément s'introduire dans notre système d'information via une vulnérabilité, une faiblesse qui a été oubliée. Et donc, pour garantir une sécurité maximale, bah, il faudrait pouvoir détecter ces vulnérabilités le plus tôt possible, ça on va y revenir. Mais il faudrait pouvoir le faire. Et ça n'est pas tout, parce que le but, c'est pas de pouvoir les détecter, mais c'est de pouvoir les corriger. Et donc, pour pouvoir les détecter, il y a tout un tas de bonnes pratiques, comme par exemple l'utilisation des outils de scan de vulnérabilité. Il y en a qui sont gratuits, comme les outils qui sont proposés par le WASP. Et il y en a qui sont payants. Il y a Continuous, la solution que nous on développe, mais pas que. Il y en a d'autres, d'autres acteurs qui ne sont pas forcément français, mais il y en a qui permettent de détecter les vulnérabilités à la fois au niveau des systèmes d'exploitation, donc vos OS, dans votre réseau ou dans vos applications. Effectuer des audits de code régulièrement permet de garantir que les principes de sécurité en profondeur sont intégrés dans le code et que l'application, elle va pouvoir se protéger d'elle-même une fois qu'elle est en production. Parce qu'on connaît quelles sont les attaques et les vulnérabilités qui sont exploitées par ces attaques-là. Et on connaît les contre-mesures qui doivent être mises en place pour pouvoir les atténuer.
Et donc, l'audit de code, elle permet de s'assurer et de garantir que l'application est robuste et elle va pouvoir se défendre contre ces attaques lorsqu'elles auront lieu. La mise en place d'un programme de formation à la sécurité pour les développeurs est aussi un des fondamentaux de la sécurité by design, parce que ce sont les développeurs qui produisent le code et donc ce sont par définition les développeurs qui introduisent des vulnérabilités. C'est pas forcément méchant ou péjoratif que de dire ça ou leur jeter la faute dessus, mais c'est tout simplement parce que les vulnérabilités, tout comme les bugs de qualité, sont une propriété inhérente au développement. C'est dès lors où on commence à développer, si on ne prend pas en compte les risques by design, c'est-à-dire au niveau de la conception, si on n'a pas anticipé le risque, bah forcément, on ne va pas demander aux développeurs d'implémenter cette contre-mesure dans le code. Et donc, forcément, il ne va pas le faire de lui-même, sauf si vous lui avez vous lui avez mis à disposition des ressources, des bonnes pratiques, de la sensibilisation pour qu'il soit au courant des attaques qui sont exploitées par les cybercriminels et qu'il sache quelles sont les contre-mesures qui doivent être mises en place. Et donc, faire ça tout au long du cycle de développement, c'est ce qui permet d'avoir une sécurité continue et une amélioration continue du niveau de sécurité. La mise en place d'un système de détection et d'alerting et de réponse aux incidents vient compléter votre programme de détection de vulnérabilité en surveillant cette fois-ci l'activité sur la production et les différents signaux qui permettent de nous mettre sur la piste d'une attaque, d'une exploitation, d'une vulnérabilité et pouvoir remonter ça aux équipes responsables pour prendre en compte l'incident, pouvoir corriger et en tirer les leçons pour que cela ne se reproduise plus. Et puis, comment c'est que c'est une évidence que ça va arriver et qu'il faut se préparer. Il faut qu'on ait en tête la résilience pour nos applications et qu'on puisse prévoir en cas de cyberattaque, qui réussit ou pas. Là n'est pas la question, mais avoir un plan de continuité d'activité qui permet de garantir la disponibilité du système en cas d'attaque qui vise la disponibilité, entre autres, et un plan de reprise d'activité qui permet en cas de problème, pouvoir reprendre l'activité. Et donc, ça sous-entend toutes les activités de sauvegarde, de backup, etc. Donc, quand on parle de protection et de détection des vulnérabilités, comme je vous ai dit en introduction, dans la mesure où la surface d'attaque au niveau des applications est de plus en plus large, parce que, il y a on retrouve du code un peu partout. Avant, on avait du code uniquement au niveau des équipes de développement, mais aujourd'hui, même les équipes de production peuvent développer du code, puisqu'ils commencent à gérer de l'infrastructure as code. Donc avec la containerisation, avec le cloud, ça devient de plus en plus un standard qui s'impose. Et donc, ça apporte aussi son lot de menaces et de vulnérabilités qu'il faut anticiper et qu'il faut adresser. Et donc, ça doit aussi être inclus dans un process de détection de vulnérabilité. Typiquement, aujourd'hui, une application, elle s'appuie pas uniquement sur le code source qui a été développé par vos équipes de développement, mais elle va utiliser tout un tas de dépendances externes
open source qui vont aussi contenir leur lot de vulnérabilités. Et donc, ça fait partie des bonnes pratiques de sécurité, de pouvoir s'assurer que l'on utilise des dépendances qui soient à jour. Pas forcément les toutes dernières versions tout le temps, parce que il faut prendre en compte aussi la difficulté et les contraintes métiers qui peuvent accompagner un upgrade d'une dépendance ou d'un composant logiciel avec les interdépendances qu'il y a entre les différents services de votre système d'information et la rétrocompatibilité. Des fois, mettre à jour une dépendance, ça fait changer quelque chose qui fait que notre application ne fonctionnera plus. Et donc, il faudrait prendre le temps d'adapter l'application pour prendre en compte l'évolution et le change qui peut être majeur avant de pouvoir faire cet upgrade-là. Et donc, on sait que ça peut être difficile, mais le tout est de le savoir. Il y a une différence entre garder des vulnérabilités, enfin des dépendances vulnérables, et savoir que l'on a des dépendances vulnérables que l'on doit corriger et on sait qu'il y a un sprint de développement qui permet d'intégrer le changement majeur qui a fait que notre application ne fonctionne plus avec l'upgrade. Et donc, on négocie en quelque sorte entre l'équipe de sécurité et l'équipe de développement une exception, donc une acceptation de risque qui va être temporaire et limitée dans le temps. Et donc, l'équipe a une certaine flexibilité pour corriger. On sait aussi que l'application va s'appuyer également sur des dépendances qui vont être liées à l'infrastructure, donc le système d'exploitation qui va héberger l'application et son serveur d'application, qui aujourd'hui peuvent être définis comme du code avec Kubernetes, Terraform, qui sont en train de s'imposer aussi comme un standard de développement d'applications modernes avec des architectures en microservices. Euh, avec tout un tas d'autres avantages sur lesquels on ne va pas forcément s'attarder, mais ça s'impose comme un standard aujourd'hui de développement et surtout de livraison de ce qui a été développé, d'un environnement à un autre ou directement chez les clients. Et donc, forcément, il y a des mises à jour à prendre en compte au niveau de ces systèmes d'exploitation-là, parce que il faut les mettre à jour et parce que laisser une vulnérabilité à ce niveau-là, ça permet également à un attaquant de compromettre votre application. Et donc, ça aussi, il va falloir pouvoir analyser tout votre code d'infrastructure, donc les fichiers Kubernetes, Terraform, Docker, etc., pour s'assurer que ça ne contient pas de vulnérabilité. Et en parlant de Docker, aujourd'hui, on déploie des applications sous forme d'images le plus souvent, et donc ces images s'appuient sur de l'infrastructure as code, et donc ça peut aussi contenir des vulnérabilités. Donc il faut aussi pouvoir scanner ces conteneurs pour pouvoir y détecter les vulnérabilités. Et puis, l'autre tendance, c'est l'APIisation des systèmes d'information. On était passé justement d'applications monolithiques à des applications un peu plus orientées microservices et donc qui s'appuient sur des API qui elles-mêmes introduisent un lot supplémentaire d'attaques et de risques qu'il faut prendre en compte. Et donc, il faut aussi pouvoir les analyser pour y détecter les vulnérabilités. Voilà pour des contre-mesures
de, 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 de bon sens, mais pas que, parce qu'on parle vraiment des fondamentaux de la sécurité, que sont les critères DICP. Et quelle que soit la mesure qu'il faudra mettre en place, il faudrait qu'elle s'inscrive dans l'une de ces critères. Et donc, c'est le but de la troisième partie sur laquelle on va passer très rapidement. On a essayé de lister tout un tas de pratiques concrètes, d'exemples de mise en place de ces stratégies-là pour garantir la sécurité de vos données et pour protéger vos applications. Donc, on ne peut pas s'attarder sur tous les détails, on n'avait que 30 minutes. Euh, mais en gros, on a essayé de lister un certain nombre de bonnes pratiques qui sont là pour contrer des risques, et puis des bonnes pratiques qui sont là pour implémenter la notion de sécurité. Typiquement l'authentification, la gestion des accès, la cryptographie, la gestion des secrets, eh ben, ce sont des fonctions de sécurité qui doivent être implémentées dans votre code. Et puis, à côté de ça, bah, vous avez des bonnes pratiques qui permettent d'éviter des menaces et des risques, et notamment, on favorise l'utilisation de frameworks de sécurité. J'ai cité OWASP ISAPI, même s'il il n'est plus maintenu. C'est une très bonne mine d'or d'informations pour les développeurs, pour avoir des exemples de bonnes pratiques et des extraits de code qui permettent d'implémenter la sécurité en profondeur dans le code. Typiquement, l'utilisation de protocoles sécurisés, HTTPS, mais pas que. Faire des tests de sécurité de manière régulière, bah, ça permet de détecter un peu ce qui s'est passé entre les mailles du filet et permet de garantir une amélioration continue de la sécurité. Et puis se conformer à la réglementation. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une question de bonne volonté pour intégrer la sécurité dans le cycle de développement. Il y a des normes, il y a des standards de l'industrie et des réglementations qui exigent de faire du développement sécurisé. Et donc, devoir faire tout ce que je vous ai cité jusque-là. Et puis les mises à jour, c'est aussi une question de bonnes pratiques fondamentales, à la fois au niveau de vos systèmes d'exploitation, de vos logiciels ou des différentes dépendances externes que vous pourrez utiliser, qui un jour ou l'autre, on va y découvrir une vulnérabilité qu'il va falloir corriger. Bon, ça, c'était un exemple de mise en place d'une pipeline DevSecOps qui explicite certaines pratiques de détection de vulnérabilité, typiquement le scan des secrets, le scan statique de code, le scan des dépendances et le scan de containers qui font partie de la partie CI d'une chaîne CI/CD. Et puis l'analyse dynamique et le scan de vulnérabilité qui font partie de la partie CD, c'est-à-dire déploiement continu de la chaîne CI/CD. Et puis le scan des secrets et de l'infra as code au niveau de tout le code qui définit l'infrastructure, et tout ça de manière automatisée dans une chaîne CI/CD ou une pipeline DevOps. Pardon. Donc j'essaie d'accélérer vers la fin parce que je voyais le temps passer. Et comme 30 minutes, c'est pas suffisant pour pouvoir tout adresser, on a essayé d'aborder vraiment les très grandes lignes du sujet et les plus grands principes fondamentaux. En conclusion, pouvez-vous vous permettre de prendre le risque d'une cyberattaque? La réponse est oui, parce que vous prenez déjà ce risque et on le prend tous dès lors on choisit de mettre sur internet des applications. La vraie question est de savoir, est-ce qu'on a anticipé justement ce risque et est-ce qu'on a mis en place les bonnes pratiques de sécurité pour pouvoir y remédier?
et est-ce qu'on a intégré la sécurité tout au long du cycle de développement et en profondeur dans nos applications pour leur permettre de se protéger d'elles-mêmes une fois qu'elles seront en production. Voilà, je vous disais que la réponse pourrait être surprenante. En conclusion, on sait que la sécurité est essentielle. Il faut mettre en place des mesures de sécurité. Il faut respecter les bonnes pratiques de l'OASP et il faut faire un monitoring et un alerting et éventuellement utiliser Continuous DevSecOps si vous faites du développement parce qu'il permet de rassembler dans une seule plateforme tout ce dont vous avez besoin pour adresser la sécurité et la conformité dans vos cycles de développement. Voilà, j'ai tenu en déborder d'une petite minute. Ouais, c'est pas grave. Bon. Merci Tariq. Bertrand, peut-être une question? Le mot de la fin? Pas de question. Bon, bah, écoute, je mettrai le replay de toute manière sur la chaîne YouTube. Donc, on va libérer Bertrand. Je te remercie, Tariq, et à bientôt. Merci à toi, Marie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.